Salut, ça va bien? Ouais, c'était un peu frisquet dehors, là, mais bon, on s'y fait. Puis l'air frais, je sais pas pour vous autres, là, mais moi j'en ai besoin. Ça fait 1 mois et demi, là, qu'on est chez nous à cause de la petite vie. Vous la connaissez, la vie rusée. Ouais, la petite maudite vie rusée qui utilise nos proches, là, pour se propager entre nous. On la voit pas, mais la maudite, elle en fait des ravages. Mais on est fait fort, on va pas se laisser faire, puis elle va pas nous avoir. Fait que la preuve, on a beau être confiné depuis 6 semaines, on a beau ne plus avoir le droit de se rassembler, on va pas se taire pour autant. Non. Le confinement, ça a été dur pour les artistes qui ont perdu, du coup, leur scène et leur public. Puis nous autres, les auteurs et les autrices, on a perdu le contact avec nos lecteurs et nos lectrices. Il n'y a plus de soirée littéraire à Montréal depuis le 12 mars. Ça fait longtemps, là. Fait qu'on s'ennuie de vous. Puis c'est pas plus facile pour les libraires en passant. Parce qu'elles sont fermées depuis 1 mois. Puis les factures, elles sont pas en confinement. Ça fait que ça continue à arriver, il faut les payer. C'est pas facile d'être libraire, donc c'est pas facile d'être un libraire indépendant habituellement. C'est encore pire pendant la pandémie. Mais il y a une bonne nouvelle. On m'a dit que les ventes en ligne sont en forte hausse chez les libraires indépendants depuis le début du confinement. Alors allez voir sur leur site, leslibraires.ca. Vous allez voir qu'il y a plein de titres à vendre, puis ils vont vous livrer ça. Ce soir donc, on se fait un party quand même, mais dans les limites des consignes de la santé publique. On va se faire un party de balcon, un balconville littéraire. Étendons nos mots au grand air, comme les feuilles qui partent au vent, c'est ça. Des auteurs, des autrices, des artistes se joignent à nous ce soir de leur balcon, leur terrasse, leur cour arrière ou leur cour avant, ou même de leur fenêtre pour partager leurs mots avec vous. On va recevoir ce soir Pénélope McQuaid, Simon Boulris, Chloé Sainte-Marie, Alain Labonté, Mélanie Poirier, Billy Robinson, Pascal Cormier, Étienne Beauséjour, Karine Loiseau, Daniel French, Christopher Durado et Céline Bélanger. L'événement que vous voyez, c'est gratuit. On sait que les temps sont durs pour tout le monde. On ne vous demandera pas de donner de l'argent, vous n'en avez pas. Mais c'est particulièrement difficile pour certains auteurs, certaines autrices et même pour les librairies indépendantes. Si vous avez du temps, vous en avez beaucoup plus ces jours-ci probablement, profitez-en pour lire. Puis si vous pouvez, achetez-vous un livre en ligne sur leslibraires.ca. Ils ont des versions papier, ils ont des versions numériques des livres. Encouragez vos libraires indépendants, puis en même temps, vous encouragez vos auteurs et vos autrices d'ici. Vous pouvez aussi participer à notre levée de fonds pour aider les auteurs et les autrices en précarité à cause de la pandémie. Le site web apparaît à l'écran présentement. La dernière fois qu'on a fait un événement comme ça s'appelait « Aux confins littéraires », puis on a pu remettre presque 200 $ à une autrice de notre groupe qui en avait grandement besoin. Cette fois, on ajoute des bénéfices pour vous. Pour chaque tranche de 20 $, on vous inscrit à un concours. On fera tirer parmi ceux et celles donc, qui auront contribué à cette somme un certificat cadeau des libraires d'un montant de 100 $. C'est un bon qu'on peut utiliser en ligne ou en personne après la pandémie. Et les livres, on va aussi vous faire tirer des livres dont le recueil La fierté à une ville de fierté littéraire. C'est le recueil qui a donc tous les titres qui ont gagné et quelques autres titres lors du concours de 2016. On commence ce soir avec l'auteur et l'autrice qui ont coécrit un fabuleux livre qui s'appelle « Moi aussi j'aime les femmes ». Il s'agit d'Alain Labonté et Pénélope McQuaid. Alain, c'est un auteur fabuleux qui a publié plusieurs titres, dont « Une âme et sa quincaillerie », un ouvrage très personnel qui parle de la maladie mentale de sa mère, qui parle aussi de la mort de son père et de son amour immense pour ses parents. Eh bien, on connaît aussi très bien Pénélope, aux allures bien coquines, une adorable personne. Vous verrez qu'elle et Alain ont l'air de complices. Ils le sont. Ils se connaissent depuis très longtemps et ils sont comme frères et sœurs. Ils sont ensemble sur la terrasse d'Alain, mais soyez rassurés, ils maintiennent la distance sociale requise de 2 mètres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec ma belle amie Pénélope McQuaid. Bonjour. Et ça nous fait vraiment plaisir de participer à une lecture pour venir en aide aux autrices et aux auteurs du Québec qui en ont besoin en ce temps assez difficile. Donc, on va vous lire chacun un extrait du livre qu'on a coécrit. Moi aussi, j'aime les femmes. Et c'est une correspondance Oui. qu'on a eue ensemble pendant 1 an. Et je promets de bonnes questions à Pénélope. Ça va comme suit. Chère Pénélope, parmi une multitude de parcours incroyablement inspirants, la vie et les réalisations d'une femme en particulier m'ont toujours fasciné.
J'aurais aimé connaître Simone Veil. D'origine juive, cadette d'une famille de 4 enfants, Simone Veil n'a pas été épargnée. Dès l'âge de 16 ans et demi, elle fut envoyée dans le camp de concentration d'Auschwitz. Elle a d'ailleurs fait partie des 2500 survivants sur les 78 000 juifs français déportés. Dans son autobiographie « Une vie », elle raconte son arrivée dans le camp. Des femmes, séparées des leurs, avaient demandé à des gardiens où étaient passés leurs parents et leurs enfants. Les gardiens montraient du doigt par la fenêtre une cheminée du crématoire d'où s'échappait une fumée dense. Elle dit que cette scène était si inimaginable que l'esprit ne pouvait admettre une telle situation. Et pourtant, elles ont rapidement réalisé la véracité de celle-ci. Elle raconte que son chemin a été ponctué d'une suite d'étoiles alignées qui lui ont permis de survivre à ce passage de vie si pénible. À un moment, elle dit « C'est comme si ma jeunesse et le désir de vivre qui m'habitait m'avaient protégée. » Son père, sa mère et son frère ont péri en ces lieux. Ses 2 sœurs ont survécu. Sa mère était une femme d'exception et bien en avance de son temps. Elle disait à ses filles, et on parle ici des années 40, « Il faut non seulement travailler, mais avoir un vrai métier. Et ce, même si le mari n'est pas favorable à cela. Il y va de sa liberté et de son indépendance. » La suite du parcours de Simone Veil fut des plus impressionnantes. Elle a occupé plusieurs fonctions gouvernementales. Elle a été nommée au ministère de la Santé, de la Sécurité sociale, d'État, de la Famille et des Affaires sociales et de la Ville. Et en 1979, elle est devenue la première présidente du Parlement européen. Il y a 1 an, elle est décédée. Cette nouvelle a fait les manchettes sur la planète. Dans les articles parus relatant son parcours, une situation a particulièrement attiré mon attention lorsqu'elle fut nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Il la pressa de faire adopter la loi dépénalisant le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse, une loi qui prit rapidement le nom de loi Veil. Elle est devenue à cet instant une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. En 1974, la loi fut adoptée. Difficile de rester indifférent à ce propos de Simone Veil concernant l'avortement. Je n'imaginais pas la haine que j'allais susciter. Il y avait tellement d'hypocrisie dans cet hémicycle rempli essentiellement d'hommes, dont certains cherchaient en sous-main des adresses pour faire avorter leur maîtresse ou quelqu'un de leurs proches. Chacun des chemins menant vers son objectif a été semé d'embûches. Fervente de justice et d'égalité, Simone Veil a poursuivi sa quête dans le but ultime d'honorer son mandat et ses convictions. Et elle a réussi. Depuis, elle est une figure de proue pour toutes les femmes à l'échelle mondiale. J'ai tant de respect pour ceux et celles qui ont toutes les raisons de baisser les bras, mais qui ne cessent d'avancer. Il y a quelques années, l'actrice Jessica Lange a remporté un Golden Globe pour son rôle dans la série American Horror Story. Au point de presse, un journaliste lui a demandé « What scares you in life? » Elle a répondu « Keeping my children safe. I think I didn't have fear until I became a mother. As a mother, I think you live with it all the time. » Je sais aujourd'hui le sens de ce propos. Je pense souvent à mon filleul, le beau Marcus, et même si je ne crois pas au bon Dieu, je prie pour lui. Je prie pour qu'il traverse cette vie le plus pacifiquement possible et avec tout le respect qu'il doit avoir envers les gens qui l'entourent. C'est ma mission de l'accompagner là-dedans. Et toi, ma belle amie, la maternité, où en es-tu avec ton horloge biologique? Aurais-tu aimé être mère? Si oui, considères-tu qu'il est trop tard pour l'être? As-tu l'impression qu'il te manque quelque chose pour te sentir une femme à 100%? OK, pour ça, il faut que je mette mes lunettes pour répondre. Sachant qu'avant cette question sur la maternité, Alain m'avait aussi posé quelques pages avant des questions sur ma féminité. Alors, voici ma réponse.
Mais quelles immenses questions tu me poses là, Alain. La maternité, la féminité, c'est le matin, là, tu vas me faire exploser la tête. Non, mais je blague. Mais même si je me suis posé ces questions 1000 fois depuis l'adolescence, elles demeurent les plus évanescentes de ma vie de femme. Je reviendrai à la féminité. Mais pour ce qui est de la maternité, déjà enfant, je ne voulais pas de mes semblables plus tard. Ça m'est apparu tout simplement comme une évidence. Bon, peut-être que les mots de ma mère, « marie-toi pas, puis fais pas d'enfant », lancés très tôt avec son humour particulier, ont contribué à sceller mon destin. Mais il demeure qu'on m'a répété toute ma vie que je changerais d'idée. J'ai réitéré mon non-désir d'enfant à 15 ans. On m'a dit que ça viendrait adulte. Je l'ai exprimé à nouveau à 25 ans. On m'a suggéré d'attendre la trentaine. Et là, dans cette décennie-là, j'avoue, j'ai vacillé un peu. À mes 30 ans, j'ai rencontré un homme de 25 ans, à qui j'ai tout de suite servi le même avertissement qu'aux autres. Si tu veux des enfants, on est mieux de ne pas s'embarquer sérieusement. Ce à quoi il a répondu que ça tombait bien, il n'en voulait pas, il n'en voudrait pas. L'amour a pu éclore en toute sécurité pendant 4 ans. Puis, un soir, devant la télé, j'ai entendu « Je pense que je veux des enfants ». Et là, le reste de sa phrase s'est perdu dans un lac de sueur froide et un brouillard de panique. Mais moi qui rate jamais l'occasion de sauter dans de grandes aventures, allais-je vraiment passer à côté de la plus grande d'entre toutes? Peut-être pas. N'ayant aucune espèce d'idée de ce à quoi peut ressembler le fameux instinct maternel, je me suis dirigée, tel un mélange de Descartes et de Jeanne d'Arc, au salon de la maternité et de la paternité. Avant de rejeter le désir de mon amoureux du revers de la main, j'allais au moins tenter de faire résonner dans mes trompes de Fallope cet appel qu'une majorité de femmes entendent avec autant d'expectative que les cloches du camion de crème à glace. La seconde fois où ce questionnement m'a le plus prise de court, c'est alors que je sortais d'une relation trouble que le désir d'enfanter n'avait jamais hanté. Comment aurait-ce été possible au milieu des déchirements et des retrouvailles torrides? L'horloge biologique du début de la quarantaine s'est mise à sonner. Fort. Comment expliquer autrement mes yeux qui se gorgeaient d'eau à chaque bébé croisé sur le trottoir? Comment rationnellement expliquer ce que la peau des nourrissons tenus dans mes bras, les petits bottillons sautant aux abords des poussettes et les gagas de gougou roucoulants chaviraient dans mes entrailles, autrement que par une question d'hormones? Tic-tac, tic-tac. Voilà le son qui a envahi ma tête des semaines durant. Comme les aiguilles d'une horloge dans une salle d'examen. C'est la seule chose qu'on entend et ça rend les questions de mathématiques si difficiles à saisir. La source de bien des échecs, j'en suis convaincue. Puis, ça m'a passé. Et ma réflexion s'est définitivement éteinte il y a à peine quelques mois de ça. Vais-je vraiment passer à côté de la plus grande aventure d'une vie? Moi qui ai plongé avec les requins, sauté en parachute, chevauché des motos, parcouru de lointaines contrées seule et survécu à l'éjection d'un toit ouvrant entre 2 tonneaux pour en sortir plus forte et guéri d'une dépendance à la cocaïne adolescente, survécu à des peines d'amour effroyables, à 3 dépressions majeures et à d'innombrables coupes de cheveux ridicules. Qu'est-ce qui m'empêche donc de plonger dans cette incroyable épopée que semble être celle de donner la vie et de l'accompagner le plus longtemps possible? Allais-je vraiment passer à côté? Oui. Tout simplement. Pour des raisons qui m'échappent encore et que je n'ai plus besoin de remettre en question. De purs étrangers m'ont souvent arrêté dans la rue pour me demander les causes de ma non-maternité. Comme si ça se demandait. Aujourd'hui, mon âge avancé en matière de procréation me sauve. Faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir, fuck. Mais je me rappelle une fois en particulier, sur un traversier fluvial face à l'île d'Orléans. L'endroit est ironique puisque les racines de ma propre vie ont été plantées là.
Je lui ai pas répondu sur le coup et l'occasion est trop belle de le faire ici. Primo, monsieur, c'est pas de tes affaires. Mais secondo, comme tu poses la question, laisse-moi te répondre ceci. Non, ce n'est pas parce que dans mon milieu, avec mon ambition dévastatrice, j'ai fait un choix en vue d'un avancement professionnel dénué d'embûches maternelles. Non, c'est pas pour préserver ce corps sur lequel mon image publique s'est malencontreusement érigée. Non, c'est pas parce que j'ai eu une enfance malheureuse que je veux pas reproduire. Elle a été parfaite, comme le reste de ma vie depuis. Non, c'est parce que j'ai eu le choix. C'est parce que j'ai été libre de choisir et que ma liberté m'a porté ailleurs. Et tertio, va chier, monsieur. J'adore. Écoutez, on voulait vous montrer qu'on est en distanciation sociale. Et donnez généreusement pour les auteurs et les autrices. Et si jamais vous avez le goût d'encourager les librairies indépendantes du Québec, allez sur leslibraires.ca et notre livre est disponible. Donc, ça sera une occasion, encore une fois, d'aider nos librairies ici au Québec. Et nos auteurs-autrices. Et voilà. Bon courage, je t'aime ici. Merci Alain, merci Pénélope. Je vous rappelle que l'événement que vous voyez ce soir est gratuit. Et on sait que les temps sont durs pour tout le monde, particulièrement aussi pour les artistes, les auteurs, les autrices. Si vous êtes capable, si vous pouvez aider les auteurs, les autrices, les libraires, vous avez du temps ces jours-ci pour lire, allez en ligne sur des sites comme surtout leslibraires.ca et on vend des versions papier et des versions numériques des livres des auteurs que vous allez voir ce soir. Sinon, vous pouvez aussi participer à notre levée de fonds pour aider les auteurs en précarité. Le site web est à l'écran présentement. Puis je vous rappelle que la dernière fois qu'on a fait ça, on a réussi à donner 200 $ à une autrice qui en avait besoin. Et cette fois, on ajoute des bénéfices pour vous. Il y aura un bon d'achat de 100 $ et des livres qui seront tirés parmi ceux qui auront contribué. Vous avez une participation pour chaque tranche de 20 $. Et on va poursuivre maintenant avec Mélanie Poirier. C'est une artiste peintre professionnelle. Elle est aussi propriétaire de la galerie d'art MP Trésor à Durham-Sud. Elle est poète et a publié plusieurs titres, dont plusieurs collectifs. Alors, bonjour à tous. J'aimerais premièrement remercier Denis Martin-Chabot pour cette belle initiative d'offrir la possibilité à des poètes de faire des lectures de leur poésie. Alors, j'apprécie. Mon nom est Mélanie Poirier. Je suis artiste peintre professionnelle et poète. Je suis également propriétaire de la galerie MP Trésor et directrice des éditions MP Trésor. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un poème qui fait partie du livre L'art d'oser, Mélanie Poirier mise à nu, que j'ai écrit en collaboration avec le poète Alexis Lapointe. Et le texte est associé à l'œuvre Parchemin d'amour, donc je me suis inspirée de l'œuvre pour écrire ce qui suit. Voguant autour des îles du baiser sacré, le feu sauvage de ton amour m'envoûte. Mer de passion, parfum d'inspiration. Ton rouge écarlate m'imbibe et me séduit. Lierre de sensibilité, règne de dignité. La symphonie du battement de nos cœurs m'enlace, m'hypnotise, me fragilise de la pureté de ce délicieux bonheur. Naviguant ensemble sur une rivière apprivoisée, le manuscrit de ces nuits deviendra le code secret de notre vie. Sagement, passionnément, immortellement, le chapelet de notre union reflètera la beauté de ton prénom. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage dans cette période de crise difficile avec le COVID-19.
Et il me fera plaisir de vous accueillir à la Galerie MP Trésor lorsque ce sera possible. Merci. Merci, Mélanie. Notre prochain artiste invité s'appelle Étienne Beauséjour. On va juste afficher son nom pour que vous voyez. Voilà. Étienne est un jeune auteur très prometteur. Il a gagné le tout premier Auteur Académie organisé par Fierté littéraire en 2018. Il vient de publier son premier titre, Jeu d'amour. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez voir, je me suis habillé un petit peu plus estival que pour le printemps parce que, au moment de tourner la vidéo, il neige un jour sur deux, fait que je me suis dit qu'il était peut-être rendu nécessaire de faire une petite prière vestimentaire à Mère Nature. Alors, pour la soirée de ce soir, je vais vous lire, pour être dans les tendances du jour, une recette de pain anxieux en 22 étapes faciles. 1. Se lancer dans une sortie à l'épicerie en ayant dès le départ envie d'être déjà parti. 2. Attendre en fil troué, mais pas assez pour ton anxiété. Le gars derrière toi est clairement juste à 1m75. Quelle imprudence. 3. Recevoir une giclée de purelle cérémonielle avant d'entrer. 4. Faire des zigzags de distance pour te rendre sans encombre jusqu'à l'allée des pins et réaliser à ton grand désarroi qu'ils ont été déplacés. 5. Prendre une profonde inspiration pour calmer la panique qui te pique. 6. Rencontrer au détour d'une allée un individu masqué, ce qui te fait reculer de pas mal plus que 6 pieds, voire jusqu'au surgelé. 7. Ramasser au passage un assemblage de canage, geste bien inutile, voire futile, compte tenu de la simplicité de la liste d'aliments désirés. Du pain. Du pain. 8. Avoir un rire gêné parce qu'un commis t'a clairement vu passer proche de toucher ton nez, puis t'as grippé la main pour l'arrêter. 9. Arriver dans l'allée des pins que tu as fini par dénicher. 10. Voir une ancienne connaissance à qui tu n'as vraiment pas envie de parler, distanciation sociale ou pas, en train de flâner devant l'item tant convoité. 11. Fuir dans l'allée voisine. 12. Faire un face-à-face avec un employé. 13. Ressentir une vague de culpabilité. 14. Échanger des excuses qui fusent comme des gouttelettes. 15. Retourner plein d'espoir dans l'allée des pins. Peut-être l'auras-tu enfin. 16. Y voir 2 personnes qui se parlent à distance respectable, mais devant ton objectif. 17. Te rendre à l'évidence que t'auras pas de chance, qu'il faut que tu changes de plan. 18. Consulter la recette de pain de Ricardo, déterminé à l'essayer. 19. Tomber sur une dizaine d'articles sur les pénuries de farine et de levure. 20. Hyperventiler. 21. Abandonner et retourner chez toi. 22. Te rendre compte qu'il y a un pain tranché entier dans ton congélateur. J'espère que cette recette vous permettra d'éviter une sortie à l'épicerie alors que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à la maison. Pour vous éviter de vivre ce genre de situation, qui est quelque chose que j'ai vécu très récemment et dont je me suis inspiré pour écrire cette recette. Donc, sinon, j'espère que vous portez toutes et tous bien et que la situation va aller vers le mieux. Hein? On dit que les beaux jours s'en viennent, ça va bien aller. Merci Étienne. Je vous rappelle que Balconville littéraire est un événement gratuit, mais on vous invite à encourager les auteurs et les autrices que vous voyez ce soir en achetant leurs livres en ligne, notamment sur leslibraires.ca. On vous vend là les versions numériques et les versions papier des livres dont on fait la lecture ou qu'on vous présente ce soir. Et vous pouvez aussi, si vous le pouvez, évidemment, participer à notre levée de fonds pour aider des auteurs et des autrices en précarité. Alors, le site apparaît à l'écran et chaque don de 20 $ vous offre une chance de participer à notre concours. On remet, entre autres, un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ qui est utilisable chez les libraires, soit en ligne ou soit en personne, après la pandémie.
Notre prochaine autrice s'appelle Céline Bélanger. C'est une habituée des soirées mensuelles Transpoésie animées par Pascal Cormier au bistrot Sainte-4 dans Hochelaga-Maisonneuve. Je vais vous présenter deux de mes poésies tirées de Les couleurs de ma poésie. Je vais commencer avec Jardin de ville. Allez et semez, par monts et par vallées, allez et parsemez dans votre communauté. Et ces quelques grains qui seront mis en terre deviendront bientôt des brins, si jamais ils sortent de terre. Allez et semez partout dans vos familles, allez et parsemez ces germes qui brillent. Venez nous aider à cultiver ces semences de la vie. Vous pourrez les voir arriver, naître pour votre propre survie. Allez et semez partout avec vos jeunes. Allez et parsemez afin que tous déjeunent. Et nous pourrons tous chanter le bonheur de construire et ensemble nous pourrons récolter un jardin pour nous instruire. Allez et semez afin que viennent les abeilles. Allez et parsemez car elles sont là qui veillent. C'est un jardin de ville où il fait bon vivre quand le soleil brille ou que la pluie le rend ivre. Allez et parsemez à chaque matin. Allez et semez la vie du jardin. Parce qu'ensemble, en communauté, nous y avons tous travaillé. Nous deviendrons paniers futés. Voilà de quoi nous émerveiller. Allez et semez à chaque étape, chaque saison. Allez et parsemez pour voir la transformation d'un petit jardin de ville qui devient grand, des jardiniers utiles pour petits et grands. C'est maintenant, prends ton temps, joli printemps. Les jours d'avril qui défilent, sans le beau temps qui se faufile, un dernier flocon qui se meurt, fond sur le bouton d'une fleur. Quelques dernières poussières d'hiver, souvenirs des derniers revers, mais on passe toujours à travers, car la vie est forte, m'a dit ma mère. C'est la saison de tous les espoirs permis, où le soleil revient plus près dans le ciel. Le temps où les abeilles refont leur miel, et de l'hiver on oublie gel et fiel. Aujourd'hui, plus de compromis, tout devient doux, facile, c'est promis. Et tous ces petits bourgeons qui naîtront, puis tous ensemble nous entonnerons. Prends ton temps, car arrive le printemps. Prends ton temps, respire la nature. Prends ton temps, vis-le telle une aventure, car au printemps, vraiment, plus rien n'est dur. C'est la saison de la naissance, où l'on connaît une telle croissance. Le cœur reprend connaissance, la douleur sur moi rebondit. Avec ces odeurs, je m'étourdis, car plus grand-chose ne m'engourdit. Ces murmures pour érudits colorent tout mon être, c'est mon essence. Prends ton temps, car arrive le printemps. Prends ton temps, respire la nature. Prends ton temps, vis-le telle une aventure, car au printemps, vraiment, plus rien n'est dur. Au printemps, joli printemps, saison de vie, fait fi du temps. Au printemps, joli printemps, saison de vie, fait fi du temps. Merci. Merci Céline. Notre prochain invité s'appelle Daniel French. C'est un auteur très prolifique. Ses textes imprégnés d'une quête du bonheur, malgré l'adversité, nous font découvrir des personnages complexes mais réels. Ses titres sont en vente sur leslibraires.ca. Salut tout le monde, c'est Daniel French. Bon, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de mon troisième roman, Melting Blue Delicious, qui, selon plusieurs, serait mon meilleur roman. Je dois avouer que ce roman-là m'a été très difficile à écrire, puisque c'est écrit à la deuxième personne du singulier. En gros, il s'agit d'une mère qui écrit une lettre à son fils, lui demandant de pardonner les agissements homophobes de son père. Donc, je vous en lis un court extrait, parce que Denis Martin nous a laissé seulement que 3 minutes cette fois-ci, donc je ne voudrais pas abuser de mon temps. Mon très cher François, tu dois sûrement te demander pourquoi je t'écris cette longue lettre au lieu de t'envoyer un courriel comme je le fais habituellement. Disons que la vie a fait que ce que j'ai à te dire est trop important et qu'il serait préférable que tu l'aies sur papier. Ainsi, tu pourras la garder près de toi et dans ton cœur pour l'éternité. Je sais que tu ne veux plus entendre parler de ton père
et que tu le détestes plus que tout au monde. Ne va pas croire que je ne te comprends pas, mais si je tiens absolument à te parler d'Albert et moi, c'est que je pense que ça peut t'aider à voir les choses autrement. Alors, tout ce que je souhaite, pour l'instant, c'est que tu me laisses te raconter notre histoire, notre rencontre. Je ne te demande pas de pardonner les agissements de ton père, mais plutôt d'ouvrir ton cœur. Car après tout, nous sommes tous des humains. Des erreurs, nous en commettons tous. L'être parfait n'existe pas. Je ne t'apprends sûrement rien puisque c'est toi-même qui me répétais que nous vivons tous entre le rose et le noir. Alors, tu sais mieux que personne que c'est vrai. Prends bien le temps de lire cette lettre. Ensuite, tu choisiras si tu veux toujours conserver cette haine que tu as envers ton père. Ce sera ta décision, mais au moins, elle sera plus éclairée. Avant de commencer mon histoire et celle de ton père, laisse-moi te parler de la couleur bleue, celle que je choisirais si je devais en désigner une pour décrire ma vie. Cette couleur me représente bien, solide et douce. On ne se lasse jamais de la regarder. Le bleu est partout autour de nous avec l'eau et le ciel. Bien que les gens associent souvent le bleu avec la froideur, ce qui est un peu vrai, il existe aussi l'expression « être fleur bleue », qui signifie être tendre, sentimental. Pour moi, le bleu représente la fraîcheur et la sensualité. Tu vas bien te demander pourquoi je te parle de tout ça. J'avoue que ça peut paraître étrange, mais tu comprendras un peu plus tard dans la lettre. Donc voilà. Merci, Daniel. Je vous parlais de transpoésie tout à l'heure. Eh bien, ma prochaine invitée anime ces soirées littéraires mensuelles qui ont lieu au Bistrot Sainte-Cat dans Hochelaga Maisonneuve. Elle s'appelle Pascale Cormier. Pascale Cormier est une poétesse engagée qui sait utiliser les mots du cœur et ceux de l'âme. Ses titres sont également disponibles en ligne. Une vie sans voir le jour, c'est vivre tant de fois sa mort qu'on ne sait plus mourir. C'est ne respirer qu'en secret, quand les monstres cessent d'écouter. S'arracher l'âme et le cœur pour faire un pas vers l'autre. Et souffrir 1000 morts de l'absence de l'autre. Tourner comme une girouette ayant perdu le nord. Chercher à tâtons sur des parois rugueuses un peu de doux, l'esquisse d'une issue, et ne jamais trouver que la froideur des pierres sous ses paumes brûlées. C'est un chemin sans joie qui mène au cimetière, qu'on parcourt en portant tout du long son propre deuil, comme une promesse qu'on aurait trahie avant de l'avoir formulée. Merci Pascal. Je vous parlais des libraires tout à l'heure. Eh bien, en voici un qui fait beaucoup pour faire découvrir les auteurs et les autrices de chez nous. Billy Robinson est libraire à la librairie de Verdun. Il se joint à nous ce soir pour parler de ses coups de cœur. Alors bonjour tout le monde. Mon nom est Billy Robinson. Je suis libraire, chroniqueur littéraire et auteur. Et il me fait plaisir de faire partie de cette activité organisée par Fierté littéraire. Bienvenue sur mon balcon. En ce temps de confinement, il me fait plaisir de vous faire part de mes choix de lecture. Et je vous réserve une petite surprise aussi à la fin, puisque je suis moi-même auteur. Alors, je vais avoir l'opportunité de vous lire un extrait de mon livre. Mais je voulais vous parler de livres surtout. Et
un livre que, en fait, les gens, depuis qu'on est en confinement comme ça, beaucoup de gens m'ont écrit et me demandent des livres qui font du bien, des livres qui nous rendent heureux, qui nous font poser de belles questions ou qui nous rappellent de beaux souvenirs. Et parmi ceux-là, avec la thématique LGBTQ+, j'aime beaucoup recommander souvent ce merveilleux livre-là qui s'appelle « À cause des garçons ». C'est écrit par Samuel Larochelle. Samuel Larochelle, on le connaît, c'est bien sûr un écrivain, mais c'est un chroniqueur, c'est un journaliste. Il a travaillé pour Huffington Post, entre autres, et il travaille aussi, il a fait des chroniques pour Fugue. Il est conférencier aussi. Et il nous présentait, en 2013, ce premier roman-là, À cause des garçons, qui raconte l'histoire d'Émile, qui va quitter sa Gaspésie, et qui va pour aller travailler en fait à Montréal et se faire de nouvelles connaissances en fait. Et c'est un jeune homme bien sûr au début de l'âge adulte, donc il se pose beaucoup de questions et c'est vraiment lorsqu'il arrive à Montréal qu'il se rend compte que les relations entre hommes ne sont peut-être pas aussi faciles qu'on peut le penser. Lui qui vient de la Gaspésie et qui a été vraiment poussé par sa mère, entre autres, pour aller à Montréal pour justement rencontrer l'amour, il va se rendre compte que c'est pas tout à fait si évident que ça. C'est vraiment un beau roman qui parlait de l'avènement, entre autres, là, des réseaux sociaux à l'époque. Comment il nous présente... il décortique des fiches de rencontres, justement, et c'est vraiment très, très, très drôle. Il va bien sûr faire des rencontres avec des hommes, mais ces rencontres-là ne se passeront pas tout le temps de la bonne façon. Donc, c'est vraiment... Moi, ça m'a rappelé à l'époque, là, les hauts et les bas de Sophie Paquin. Je pense que ça vous dit probablement quelque chose à Radio-Canada. Et dernièrement, je vous dirais que ça fait penser, si vous avez écouté Lâcher prise, il y a vraiment des moments qui me font beaucoup penser à ça. Alors, c'est drôle, c'est moderne. Il y a eu une suite après. Et il y a aussi Lily, qui est sa meilleure amie dans ce roman-là, qui a sa propre série maintenant pour les jeunes, qui est publiée aussi chez Druide. Donc, je vous le conseille. À cause des garçons, Samuel Larochelle, publié chez Druide. Autre beau roman, c'est Un amour de Louis-Michel Lemonde, publié chez Boréal. Ce magnifique livre-là raconte l'histoire de cette rencontre et de cette relation assez improbable, mais quoique peut-être pas si improbable que ça, entre un homme de 20 ans, début vingtaine, et un homme plus mature de 40 ans, où cette relation-là va être déterminante pour ce jeune homme-là, parce que, elle va commencer avec... En fait, l'homme mature va lui offrir de l'argent en échange de relations sexuelles, mais bien sûr aussi pour passer du temps avec lui. Et c'est vraiment une critique sur la société peut-être hétéronormative aussi que l'on a. On a la peur d'être seul. On parle aussi... Louis-Michel a vraiment un don d'écrire ça vraiment d'une façon tout à fait poétique, enivrante, c'est beau, c'est sur la quête de l'amour, c'est sur l'argent, c'est sur la solitude, c'est sur la vie en fait. Donc c'est une superbe déclaration d'amour en même temps. Ça a été publié dans la collection Liberté Grande chez Boréal, donc on est entre la fiction et l'essai. Donc c'est magnifique. C'est couche par couche là, qu'on commence à connaître ce personnage-là. Il devient hyper attachant. Voilà, donc c'est un super ode à l'amour, je vous le conseille. Louis-Michel Lemonde, excusez-moi. Louis-Michel Lemonde, Un amour chez Boréal. Un roman qui m'a vraiment surpris lorsqu'il est arrivé sur les tablettes des librairies il y a quelques années, c'est ce livre-là de Sophie Bouchard, publié à l'Étage, et ça s'appelle Jean ou Jeanne, selon la façon qu'on va lire le titre. Donc, bien entendu, on parle ici de l'identité. C'est Jean, en fait, qui n'en peut plus d'être Jean. Il est une femme, au fond de lui. Il le sait.
Son éducation rigide, bien sûr, sa famille, son travail, son environnement social fait qu'il a toujours un peu caché ses émotions, ses sentiments profonds, en fait, sa vraie personnalité. C'est vraiment lorsqu'il décide un jour de devenir Jeanne et lorsqu'il décide d'enfin prendre la place que Jeanne a dans sa vie, lorsqu'il décide justement que c'est là qu'il va prendre priorité, en fait, que Jeanne va devenir la priorité dans sa vie, c'est vraiment un magnifique roman réel, véritable. On y croit complètement. On est rapidement, là, on est absorbé dans cette histoire-là. C'est l'originalité du thème, en fait, aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de roman québécois qui parlait justement de changement d'identité sexuelle. Celui-ci arrive maintenant à un point tournant de notre société. Je pense que cette histoire sensible-là, tragique en même temps, mais combien prenante, va vous émouvoir, je pense. Sophie est une intervenante sociale et elle a le don, là, justement, de raconter les choses de façon humaine, de façon véritable. Donc, c'est vraiment un roman qui m'a complètement bouleversé et qui, je pense, va vous surprendre aussi. Donc, Jeanne, de Sophie Bouchard, publié aux éditions de l'Étage. Il y a 10 ans, paraissait, en fait, un roman qui, moi, m'a marqué, un roman qui m'a fait prendre, en fait, conscience qu'on pouvait écrire de la très très bonne littérature, mais surtout aussi de la littérature avec thème LGBTQ+, de façon originale, sensible et en même temps avec une certaine cruauté, si on peut dire. Et c'est Les Jérémiades de Simon Boulris. On connaît très bien Simon Boulris, bien sûr. Quand il a écrit ce premier roman-là, il y a 10 ans, il y avait déjà, quand on dit que Simon écrit beaucoup, là, il avait déjà écrit beaucoup de choses. Il y avait quelques recueils de poésie, il y avait quelques recueils de théâtre. Et là, il arrivait avec ce premier roman-là, Les Jérémiades, qui raconte vraiment cette histoire du premier grand amour, en fait, que va vivre un jeune garçon de 9 ans pour un autre jeune garçon de son entourage. On parle ici d'amitié sincère, mais du premier amour, des premiers doutes. C'est la difficulté aussi de pouvoir s'exprimer, surtout quand on parle d'émotions aussi différentes que l'homosexualité et tout ça. C'est l'écriture de Simon, c'est beau, c'est poétique, c'est en même temps noir, mais il y a cette clarté dans l'écriture qui fait qu'on s'attache à ce personnage-là. C'est amusant parfois, c'est sensible bien sûr, c'est du véritable Simon Boulris. Et c'est un premier roman fort. Je salue les éditions Sémaphore qui ont toujours le talent de trouver justement de jeunes écrivains de talent comme ça. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est une œuvre forte dans notre littérature d'ici. Puis je pense que c'est le bon moment là, pour souligner le 10e anniversaire de ce livre-là, de se le procurer. Donc, Les Jérémiades, Simon Boulris, c'est paru aux éditions Sémaphore. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'avais une petite surprise, c'est que vous ne savez pas probablement, j'ai publié un livre sur Madonna qui s'intitule Madonna en 30 secondes. Et dans ce livre-là, en fait, je décortique pour la collection qui, en fait, on vulgarise des sujets en une page, donc à peu près en 30 secondes de lecture. Vous avez l'essentiel, l'essence d'un sujet. Alors moi, dans ce livre-là, j'ai tenté justement d'expliquer différentes parties de la carrière, de la vie personnelle de la chanteuse. Chaque album est répertorié, chaque tournée. Et j'ai décidé, en fait, de vous en lire un petit extrait. En fait, c'est l'article que j'ai appelé « Icône gay ». Et
Ça va comme ci. Madonna, par son exubérance et son charme, a tout de suite plu à la communauté gay, à laquelle la chanteuse a toujours accordé son soutien. Adolescente, Madonna baigne déjà dans l'univers gay grâce à son professeur de ballet et mentor et ami, Christopher Flynn. La jeune fille est inspirée par les homosexuels et adore faire la fête avec eux. Aussi, dès le début de sa carrière, les gays adoptent rapidement cette fille aguichante et irrévérencieuse qui fait de la bonne musique. À la fin des années 80, plusieurs de ses amis meurent du sida et la chanteuse n'hésite pas à les accompagner dans leur lutte contre la maladie. En 92, elle compose même la chanson « In This Life » en hommage à ses amis disparus. Dans les années 2000, elle défend le droit au mariage entre personnes de même sexe et encourage ses admirateurs à faire entendre leur voix pour sa légalisation. En 2010, elle s'insurge contre l'intimidation envers les jeunes gays à l'émission d'Ellen DeGeneres, en même temps qu'elle s'élève contre l'arrestation de 2 jeunes hommes du Malawi qui avaient publiquement célébré leur union. Flamboyante avec une touche d'androgynie, une force de caractère unique et un glamour sans égal, Madonna, qui appuie fièrement la cause homosexuelle et laisse même planer une certaine ambiguïté sur sa propre orientation sexuelle, est assurément l'icône gay par excellence. Madonna affirme avoir traversé son adolescence grâce à l'appui de ses amis gays, sans qui elle ne serait pas où elle est maintenant. Son film documentaire Truth or Dare a été précurseur dans la lutte contre l'homophobie et l'invitation à la tolérance, alors que son vidéoclip Girls Gone Wild met en vedette des danseurs à talons hauts qui s'adonnent à des chorégraphies suggestives en une ode à la séduction et au plaisir sur la piste de danse ou ailleurs, peu importe l'orientation sexuelle. Alors, c'est un extrait de mon livre Madonna en 30 secondes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent dans ma cour et j'espère que ces choix de lecture-là vont vous inspirer et vont vous aider à passer au travers cette crise qui, j'espère, va se terminer bientôt. Et je vous embrasse. À bientôt. Merci, Billy. Mon prochain invité, c'est un auteur anglophone de Montréal, Christopher DiRado. Son roman The Geography of Pluto raconte la vie d'un homme gay à Montréal et parle du lien profond qui le lie à sa mère. Ce livre mériterait beaucoup d'être traduit en français. Christopher va nous en lire un extrait in English. Hi, my name is Christopher DiRado. I'm the author of The Geography of Pluto. It is a coming-of-age novel set in Montreal in the 1990s. My mother knew that Montreal had a gay village, but I doubt she knew where it was. I had discovered it long ago with Angie's help. I hadn't needed to ask. One night at work, long before my mother's illness, she showed up with a glossy copy of a gay city guide called Fugue and tucked it into my knapsack as I was leaving. At home, I devoured it. Its pages burned into me the names and addresses of the bars and restaurants that populated a stretch of St. Catherine Street east of Amherst. Almost immediately, I was on my bike, calling out to my mom that I was going for a ride. I soon memorized the village's geography, its main drag and side streets, swooping up and down the pavement on my 10-speed to study the homes and faces of those I felt were so fortunate to live in the neighborhood. Up until then, Montreal had seemed small to me. I knew nothing beyond the 3 outposts of my life, home, work, and school. Before, the city seemed to fall off east of St. Denis. Now a whole new area had been unearthed, one of lingering glances and vibrant character that, at night, morphed into a riotous fate the scope of which I had never thought possible. On hot summer nights, the glass doors that separated the street from the bars were wide open, and too young and petrified to go in, I'd watch as well-dressed men laughed at each other's jokes and drunk people sang karaoke. When it rained, the streets were stripped bare, and older men would buy pitchers of beer for the scrawny hustlers drying off inside. Sometimes I'd seen the occasional drag queen in heels buying cigarettes from the Corner de Bonheur, or an attractive young couple having a public meltdown on the sidewalk. The concrete action on St. Catherine was boisterous and wild, while the homes on Penny and Plessis remained quiet, serenaded by the neon lights of the Molson Brewery down by the river, singing its red and blue lullaby to men who cruised its shadows.
Soon after I had acknowledged Angie's gift, she told me about the bars that she went to, the theme nights and colorful characters she knew from going out as often as she did. And then, once I turned 18, she began to take me out with her, introducing me to people who were happy to meet me, but who would forget my name 5 minutes later. A whole world of possibility existed in these dark boxes, and in the beginning, it would spread out and unravel for me in strange and wonderful ways. Thank you. Thank you, Christopher. Je vous rappelle que tous les titres des auteurs que nous vous présentons ce soir à Balconville littéraire sont disponibles en ligne, que ce soit en version numérique ou en version papier, dont et surtout sur leslibraires.ca. Je vous rappelle aussi que cet événement est gratuit, mais si vous êtes en mesure de le faire, allez sur le site web qui apparaît à l'écran et s'il vous plaît, faites un don pour aider des auteurs et des autrices en précarité à cause de la pandémie. Pour chaque tranche de don de 20 $, vous obtenez une participation à notre concours dont le grand prix est un bon d'achat d'une valeur de 100 $ à l'une des librairies indépendantes, donc des libraires.ca. C'est disponible donc pour utiliser soit en ligne ou en personne après la pandémie. Ma prochaine invitée, c'est une habituée de Fierté littéraire. Elle s'appelle Karine Loiseau. Elle a publié 2 romans de poésie. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Karine. Je suis poète, artiste et auto-éditrice. Et ce soir, comme il fait très bon, il fait très beau, j'ai envie de vous lire quelques poèmes, dont un qui s'intitule Drywayville. Je ferais bien du Balconville, sauf que je me trouve à parler au mur du voisin. Je voudrais bien aller dans ma cour arrière pour vous lire un petit brin de poésie en me berçant sur une chaise. Malheureusement, la terrasse est démolie. Fait que je vais prendre une chaise en résine et aller dans l'entrée. Puis je vais faire du Balconville un Drywayville et profiter du soleil. Ben quoi, il faut ce qu'il faut à défaut de balcon. Et le vent, parfois, est très agréable, tellement que ça m'inspire de la poésie. Donc, mon deuxième poème s'intitule « À la direction du vent ». Dans le vent, des mots volent à l'horizon. En toute liberté, ils choisiront la direction où ils veulent aller. Sans s'arrêter, ils continueront leur chemin. Ils déclareront l'amour, ils feront la paix. La brise changera d'un trait la direction des verbes. Quand l'encre cessera de couler, les mots seront à la destination papier. Et mon dernier poème est pas mal d'actualité, c'est ainsi, qui s'intitule « Pas de panique ». Il ne manquera pas de papier de toilette. Inutile d'en remplir tout un panier. De toute façon, ça se mange pas. Arrête donc de paniquer. Du maudit purel, ils vont en revoir. Au pire, si t'en trouves pas, va sur YouTube, il y en a plein de tutoriels pour t'en faire. Achète donc ce que t'as besoin pour regarnir ton gros frigo. Laisse pas la peur te guider à la panique, car le stress, c'est pas bon pour la santé. Et je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Karine. Je suis moi-même auteur et je viens de publier mon tout dernier roman qui s'appelle Escale parisienne, qui raconte l'histoire d'un homme gay qui se sort d'une relation abusive. Et l'histoire commence à Paris,
dans une situation tout à fait inusitée. Je vous fais donc la lecture de cet extrait. Tu me niaises. J'en perds toute notion de français international devant mon interlocuteur ébahi. Tu me fucking niaises. Il ne comprend toujours pas un traître mot. Je pointe du gars la photo sur son iPhone. C'est incroyable. Ben là, du coup, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, me répond Christophe Cartier. CC pour les intimes, dont je fais déjà partie. CC. À peine 2 heures plus tôt, je venais de faire sa connaissance lors d'une séance de dédicace à la librairie Les Mots à la bouche dans le Marais à Paris. Il m'interroge de son doux regard. Ce même regard qui avait croisé le mien quand je l'avais levé les yeux pour connaître le propriétaire des grandes mains velues posées sur ma table en attendant ma signature et un bon mot sur la page de garde de mon nouveau roman. Et je le fais à quel nom? Christophe. Christophe Cartier, CC. Tu peux inscrire CC. CC. La maudite mode des acronymes. CC comme dans copie conforme ou copier-coller en langage informatique. Christophe Cartier fait un peu CC avec son souci trop évident de la mode, du dernier cri et des tendances. Si j'étais méchant, et je peux l'être à mes heures, je dirais que ses fringues, sa coupe de cheveux, sa longue barbe et ses airs et sa façon de parler parsemée de comme, genre et du coup en font un vrai clone gay. Ouais, c'est le type qui pullule dans les bars et les discos, dans le marais. À la longue, ces mecs qui se ressemblent tous deviennent fades, un peu comme les frites de McDonald's, hein? Sans texture, ni couleur et encore moins de goût. Malgré ça, il me plaît. Signe que moi non plus, je ne suis pas immunisé contre les tendances. D'ailleurs, j'ai déjà laissé pousser ma barbe. Mais comme elle n'était pas aussi fournie que celle de CC, je l'ai rasée au bout de 2 mois, car j'avais plutôt l'air d'un oisillon mal nourri. J'avais également adopté, en même temps, les chemises à carreaux. Durant ces 2 mois, j'avais l'air d'un vrai lumber sexuel. Cette mode passera, comme toutes les autres. On trouvera bien un autre look qui me fera paraître encore plus stupide. Il m'a plu dès son premier regard. Alors pourquoi pas? N'était-ce pas le moment idéal pour recharger mes batteries? Mon projet était clair. Mes yeux doux se sont fait langoureux. Il m'a souri en retour. J'ai écrit quelques mots aguichants dans sa dédicace. Je lui ai d'ailleurs demandé de la lire tout de suite, faisant patienter un peu les autres lecteurs qui attendaient leur tour derrière lui. Avec toute l'imagination dont je suis capable, je n'aurais jamais pu créer un personnage aussi séduisant que toi, ai-je inscrit sur la page de garde. D'accord, pour la subtilité, on reviendra. Mais ça disait ce que ça devait dire. Il a rougi. Je lui ai souri encore, je l'ai invité à boire un pot après la séance, il a accepté. Il m'a attendu un peu à l'écart dans l'espace réduit du sous-sol de la librairie où s'entassent une 50aine de personnes venues entendre ma conférence et faire dédicacer leur exemplaire de leur nouveau titre. Au bout de 30 minutes, après avoir appliqué ma griffe à un énième livre, et je m'en plains pas, il est rare que les auteurs vendent une 30aine de livres en une conférence d'1 heure. Après avoir salué et remercié le libraire pour l'accueil, je suis sorti avec CC. Il m'a proposé d'aller dans un café à proximité. Les trottoirs et les rues du Marais étaient remplis de monde. Impossible de marcher côte à côte, encore moins de tenir une conversation. Je suis resté derrière lui et je l'ai suivi tel un guide en montagne. J'en ai profité pour examiner son beau petit cul. J'avoue que ça m'excitait, d'autant plus que ma dernière fois remontait à il y a trop longtemps pour m'en souvenir. « Et tu cesses de me mater les fesses? » Comment savait-il? Avait-il des yeux derrière la tête? Difficile de ne pas m'en rendre compte, tu me les mates depuis tout à l'heure à la librairie. À mon tour de rougir et aussi de ricaner. C'est vrai qu'il est pas mal ton arrière-trait. Et voilà ce que je craignais le plus qui est arrivé. Ma grande timidité m'a encore fait perdre mes moyens, dont celui de m'exprimer sans trébucher dans mes mots. Et là, on a inversé les rôles. Il a rougi et j'ai ricané, puis nous avons rigolé ensemble de bon cœur. Bref, nous avons conjugué rougir et ricaner ad nauseam. Je venais de marquer un point. Bravo à moi. Une première couche de classe entre nous avait cassé, mais il ne s'agissait que d'une couche très mince.
Nous sommes arrivés à destination, un café comme on en voit partout à Paris, où l'on s'assoit entassé, où toutes les conversations se mêlent dans un brouhaha assourdissant. Un grand crème devant nous, notre conversation est demeurée superficielle. C'est habituellement le cas lors des premières rencontres. Puis la luxure m'a submergé. Et c'est tout à fait normal quand un homme gay se retrouve devant un beau mec. Hein? J'ai dévoré de les yeux et fantasmé sur notre éventuelle intimité. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'il ressentait la même chose pour moi. Et ça, c'est toujours inquiétant. Mais avant, la question qui tue. Dis-moi, t'as un petit ami? M'a-t-il demandé. Non. Oui. En fait, j'étais marié. C'est compliqué. Je n'allais certainement pas lui raconter ça, surtout pas au premier rendez-vous. C'est très chiant de se faire parler d'un ex, rien de pire pour tuer le désir émergent. Tu veux vraiment pas que je te raconte ça? Mais il a encore insisté. Je te dis, ça va gâcher le charme. Le quoi? Et voilà, ma timidité a repris le dessus. Laisse faire, c'est jamais génial de parler de son ex avec un autre mec, surtout quand c'est la première fois et que il m'a interrompu. Ah, mais moi, tu sais, j'ai un petit ami. Finalement, si charme il y avait, j'avais été le seul à le ressentir. De toute évidence, nous n'avions pas les mêmes intentions, lui et moi. Après un silence embarrassant, il a brisé une autre épaisseur de glace. « Allez, fais pas cette gueule! T'es mon auteur préféré! J'adore les Québécois! Et votre accent, c'est sublime! Parle-moi encore, ça m'excite! » S'il continuait, j'allais lui faire avaler mon accent une page de mon nouveau roman à la fois. Il allait trouver ça un peu moins excitant, surtout que mes mots les plus acerbes passeraient difficilement dans sa gorge. Alors attention au reflux gastrique. De toute façon, qu'est-ce qu'ils avaient, ces Français, à croire qu'ils étaient les seuls à ne pas avoir d'accent? C'est « a », c'est « un », c'est « un » que vous prononcez en « on » comme dans « maman »,« enfant ». Ça vous donne pas un accent, ça? Hein? Et des mots anglais comme « parking »,« shopping ». Au pire encore, avec l'arrivée d'Internet, vos mails, et que dire de vos meufs et vos kiffs? Tiens, quand je parlais d'autre chose que de moi-même et de mes amours pathétiques, je ne bégayais plus. Touché, mais je te kiffe quand même. Là, j'étais désolé de m'être emporté. Je savais que les Québécois étaient chatouilleux sur la question de la langue, mais pas à ce point. C'est pire que les Belges. Je savais pas trop comment prendre cette dernière remarque, car après tout, les Belges sont la risée des Français. Or, il me semblait sincère dans ses excuses. Oh, je suis désolé, hein, nous avons la peau un peu sensible au Québec. Non, je devrais dire que j'ai la peau sensible sur les questions de la langue. Nous avons enfin rigolé, l'incident était clos, la diplomatie française était sauvée, les relations internationales du Québec également. Parle-moi de ton petit ami, lui ai-je demandé pour changer le sujet de conversation. Je fréquente un Américain depuis bientôt 9 ans. Un Américain lui aussi. Ah oui, il habite Los Angeles. Il est agent de bord. Quelle coïncidence. Mon ex vient également de cette ville et il est agent de bord. Quelle compagnie? American Airlines. Tu te fous de ma gueule? J'ai beau comprendre les travers linguistiques des Français, mais ça finit toujours par m'atteindre. J'ai répliqué sur le même ton strident que lui. Mais non! Il fait la livraison Philadelphie-Paris, 4 à 5 fois par mois. Je comprends maintenant pourquoi mon ex ne voulait pas souvent m'amener à Paris, moi qui adore cette ville. Il prétextait que l'escale à Paris ne dirait que 48 heures, à peine le temps de dormir une bonne nuit de sommeil. En fait, 2. Bon, ça s'attardait pas trop aux détails, hein? Et il ajoutait qu'il serait trop fatigué pour s'amuser avec moi. Donc, ça ne valait pas la peine. Mon ex doit certainement connaître ton petit ami, conclus-je. Les agents de bord gays ne sont pas rares. Les hétéros le sont certainement plus, en effet. Nous avons rigolé de bon cœur. Le mien était afro-américain, ai-je précisé, un black, qu'il préfère qu'on dise. Ah bon? Mon petit ami l'est aussi. Trop de coïncidences. Je lui ai demandé s'il avait une photo. Nous avons sorti nos iPhones. Il a trouvé une photo de son mec en quelques clics. Il me l'a montré. Tu me niaises. Et maintenant, je vous présente une grande artiste, une poétesse très connue,
Chloé Sainte-Marie qui nous présente un très beau texte, un message à l'humanité. Message à l'humanité aidante. Pour conjurer le coronavirus. En ces temps insolites où la planète entière demande aide, demande répit, qu'en est-il de nous tous, aidantes, aidants? Qu'en est-il de nos esprits, de nos espoirs, de nos rêves? De ce souvenir d'enfance qui surgit en souriant pour se jouer de la maladie qui nous afflige? En ces temps nébuleux où le monde vient de basculer, qu'en est-il de nos secrets, de nos promesses, de nos projets, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche? Raconte-moi le retour du merle rouge qui revient faire son nid. Parle-moi de la corneille curieuse, croasseuse qui veut tout savoir. Aidante, aidant, toi qui viens me porter aide, affliction, aménité et bonté. Un œil en larmes retenues et l'autre en joie contenue. Entre la caresse et l'égratigne. Mais pourquoi le monde ne pourrait-il pas se refaire sans l'éruption d'un tel drame? Je refuse toute colère et j'implore les dieux de me délester de toute révolte. Qu'on me laisse pour le moins en possession de ma propre mort. Aidante, aidant, vous qui étiez au front avant toutes, tous, premier témoin, premier acteur, vous êtes le modèle qui inspire la lutte au COVID-19 et qui nous inspire tous. Vous qui traversez une des périodes les plus troublantes qui soient, j'ai un secret à vous confier. Nous sommes, nous les aidantes, aidants, la petite lumière qui résiste, le feu pilote qui reste allumé lorsque tout paraît éteint. Merci Chloé. Tous les livres des auteurs et des autrices que nous vous présentons ce soir à Balconville littéraire sont disponibles en ligne en version papier et numérique, notamment et surtout chez leslibraires.ca. Encouragez les libraires, encouragez les auteurs, les libraires indépendants, les auteurs de chez nous, c'est important. Je vous rappelle aussi que cet événement virtuel est gratuit, mais si vous le pouvez, soyez généreux. Nous aidons des auteurs et des autrices en précarité. Le site web apparaît à l'écran. Pour chaque tranche de don de 20 $, nous vous inscrivons à un concours pour gagner des prix, dont des livres et un certificat cadeau de 100 $ chez les libraires indépendants. C'est un bon qui est valide en ligne et qui est aussi valide en personne, que vous pourrez utiliser si vous voulez en personne après le confinement. Et puis, on va terminer ce soir avec deux auteurs adorables. Alain Labonté, qu'on a vu plus tôt avec Penelope McWade, et le voici à nouveau avec Simon Boulris, auteur et artiste qu'on adore. Hein? Ils vous lisent donc des extraits du livre « Moi aussi, j'aime les hommes » qu'ils ont coécrit. Sur une période de 10 mois, j'ai eu l'occasion de correspondre avec mon bel ami Simon Boulris sur des thèmes reliés à la communauté LGBT et aussi au regard que les gens posent sur la différence. Ceci a donné naissance à un livre qui s'intitule « Moi aussi, j'aime les hommes ». Il me fait plaisir aujourd'hui de vous lire la première lettre que j'ai envoyée à Simon. Dimanche 4 octobre 2015, Montréal. Cher Simon, comment vas-tu? Es-tu rentré de Belgique? À courir sans arrêt, il me semble que je passe le plus clair de mon temps à perdre les autres de vue. Je ne peux pas expliquer avec exactitude pourquoi je me tourne vers toi avec un tel automatisme, mais il m'a fallu sur le champ partager avec quelqu'un ce que je viens de voir, et c'est ton visage qui m'est apparu.
J'avais sûrement la conviction que ce qui vient de me bouleverser trouverait écho en toi et que tu saurais identifier la tristesse soudaine qui m'a assailli. Il y a quelques minutes, bien assis sur mon canapé, j'ai été témoin d'une atrocité sans nom en regardant les actualités au bulletin de 18 heures. Un tableau d'une telle violence s'est présenté à moi une fois de plus, une fois de trop. J'ai cru un instant que ma poitrine allait s'ouvrir et que mon cœur éclaterait en 1000 fragments sur le plancher de mes désillusions. On a montré une scène où des membres de l'État islamique condamnaient un homme en raison de son orientation sexuelle, plus précisément de son homosexualité. Plusieurs djihadistes l'escortaient. On lui a bandé les yeux, ligoté les mains et on l'a emporté tout en haut d'une tour. Puis, sous le regard d'un public muet et impassible, on l'a basculé dans le vide. À l'impact de son corps sur le sol, du sang s'est mis à jaillir de son côté droit, traçant un long filet rouge. En un rien de temps, la foule s'est fondue au décor. Puis, plus personne, plus rien, un désert. Ces images défilent en continu dans ma boîte crânienne. J'ai mal à mon humanité. Le vase de mes désespérances arrive à ras-bord. As-tu vu cela, Simon? Bonjour tout le monde, ici Simon Boulris en direct de son confinement dans Saint-Henri, dans mon beau bureau, ensoleillé quand même, sur une chaise qui couine. Charmante chaise. Alors, regardez, j'ai un petit peu de livres ici, j'ai une bibliothèque. Alors, c'est un lieu assez paisible où je me retire parfois. Et j'ai pensé faire ma lecture dans un lieu lumineux. Je trouve ça assez lumineux ici. Alors, j'ai même une lampe dans les cheveux. C'est fabuleux, ça ressemble à la pince. C'est la pince qui masse, si seulement c'était ça. Alors, je vais vous lire un extrait. Je poursuis la lecture après Alain Labonté, avec qui j'ai écrit « Moi aussi, j'aime les hommes ». Alors, Alain vous a exposé le projet, vous a lu la première lettre. Alors, je vais poursuivre avec la deuxième missive que j'ai écrite le 10 octobre 2015, quelque part entre Montréal et Bécomo. À une époque, on pouvait voyager. On remonte dans le temps, là, c'est 2015. Autre époque, autre mœurs. Je suis actuellement en route vers Bécomo pour une tournée littéraire. Je survole une rangée de nuages étonnamment bien cordés, comme s'ils respectaient un quelconque ordre divin. Vu du hublot, le fleuve est majestueux. Je lis le dernier livre de Catherine Leroux et découvre avec stupéfaction qu'elle parle de saut aux moutons. Je suis toujours sonné quand la géographie d'une histoire, choisie au hasard dans ma bibliothèque, se fond avec la géographie réelle du moment de la lecture. Que les déplacements d'un personnage épousent ceux du lecteur tient du mystère. La concordance m'émeut et c'est une joie forte de la littérature. Leroux a raison d'écrire que rendu à la côte nord, le Saint-Laurent devient une prouesse, un tour de force. L'oriflamme d'un continent, ajoute-t-elle. Elle a toujours le mot juste, cette écrivaine, que j'aime vraiment beaucoup, je vous invite à la lire. Au décollage, l'avion a ballotté dans l'air, la tôle a tangué selon les rafales. C'est normal, c'est un petit Airbus. Je constate que je ne m'imagine plus de crash d'avion depuis belle lurette. Je prends l'avion si souvent que cette peur de l'enfance s'est dissipée. Je me découvre fataliste. Il arrivera ce qu'il arrivera. Ma vie est entre les mains du pilote et c'est très bien ainsi. Je me sens déchargé de responsabilité, exactement comme lorsqu'on me conduit en voiture et que je suis certain que le conducteur est en état pour nous mener à bon port. Je repense aux mots de Claire Legendre, auteure découverte cet été. Vous avez votre vie entre vos mains, mais vous avez aussi la mienne entre les vôtres. C'est ce qu'elle dit au pilote après qu'on l'a informé de la nécessité de déglacer les ailes de l'avion. C'est tiré de Le Nénuphar et l'araignée, un essai aussi drôle que touchant dans lequel elle décortique chacune de ses peurs. Celle de la mort et des maladies, bien sûr, mais aussi des peurs plus mineures. Les araignées, les crashs d'avion, le vertige. Les crashs d'avion, c'est pas mineur quand même. De l'extérieur, on me voit souvent comme un homme fragile, facilement apeuré. Faites-moi « bouh » par derrière
au moment où je m'y attends le moins, et je vous pousserai le cri le plus désespéré de mon répertoire. Mais souvent, je suis capable de sang-froid, et parfois même de détachement. Comme si je ne risquais jamais rien. Par conséquent, je n'éprouve pas de vertige. Posez-moi sur un pont suspendu, tant et aussi longtemps que les rambardes sont sécuritaires, je me sentirai en confiance, maître de ma vie et de ma procession. Le vertige, je le vis autrement. Ce n'est pas quand je regarde en bas, c'est quand je regarde comment notre humanité ne vole pas haut. Oui, j'ai vu, cher Alain, j'ai vu la chute et j'ai éprouvé un vertige infini. Je me suis mis dans cette peau méprisée, lâchée de manière sanguinaire. J'ai ressenti le vent dans mes vêtements, le gonflement de mon t-shirt, le sifflement de l'air déchiré par mon poids, un bref état d'apesanteur, comme si l'irréversibilité pouvait être réversible, puis l'atterrissage de plein fouet. C'est d'une violence inouïe. Parcouru de frissons, j'avais lu sur le sujet. Selon le tribunal islamique de la wilaya d'Al-Fura, un homme qui pratique la sodomie doit être jeté du point le plus haut d'une ville avant d'être lapidé à mort. C'est la pratique. Ça donne mal à son humanité, oui. Par osmose, j'ai ressenti 2 autres fois ce genre de chute devant un écran. La première fois en septembre 2001, en voyant un homme captif d'une des 2 tours jumelles se jeter dans le vide pour échapper aux flammes qui avalaient le World Trade Center à New York, de Falling Man, que l'a appelé un journaliste du magazine Esquire. Un réflexe de survie, mais vain. Puis, en regardant chez moi le documentaire Bridegroom, paru en 2013. Ce film raconte l'histoire de Shane Bitney Crone et de son amoureux pendant 6 ans, Thomas Lee Bridgegroom, qui meurt de manière tragique. En photographiant son amie muette sur le toit de l'immeuble où il vit, il recule, dos au danger, pour avoir de meilleurs angles de vue. Il n'y a pas de rambarde. Il se rapproche trop du vide et son ami ne parvient pas à signaler le danger à temps. Sans la montrer, on raconte abondamment la chute, ce qui est peut-être encore plus terrible. J'ai passé des nuits à m'imaginer être Tom, chutant de dos, sans savoir ce qui se passe, quel est ce vent soudain qui me traverse. À sa mort, Shane est totalement écarté par la famille de Tom, qui refuse d'inviter le conjoint de leur fils aux funérailles. Le documentaire retrace la lutte infernale que ça représente, faire valoir ses droits en tant qu'endeuillé lors d'une relation entre conjoints de même sexe. Une autre histoire qui glace le sang. On s'apprête à atterrir. Par le hublot, je vois une roue se déployer. Nous sommes pourtant encore au-dessus du fleuve. Il n'y a que de l'eau à perte de vue. Je me dis qu'on va amérir. Mais au fur et à mesure de la descente, les berges apparaissent dans le paysage. Une piste sableuse se dessine, puis le tarmac. On se dépose sur le bitume sans heurte. Personne n'applaudit. Je me demande quand on a arrêté d'applaudir à la suite d'un atterrissage réussi. Sur mes premiers vols, enfant, j'entendais l'exultation des passagers de se sentir vivants sur le plancher des vaches. Maintenant, on s'habitue à survivre. Ça nous est dû, on dirait. Voilà pourquoi, quand la tragédie arrive, la surprise nous tétanise. Dans 2 ou 3 minutes, je sortirai de l'avion. L'oriflamme du continent claquera dans le vent. Je le sais, ce sera beau et frais ici. Je m'en vais parler de mes livres, truffés de personnages amoureux, marginaux, homosexuels, à des lecteurs ouverts. Je suis né dans un coin de pays rassurant. Voilà. Alors ça, c'était ma première lettre parue dans Moi aussi, j'aime les hommes. Alors c'est un échange qui a duré 1 an. Et voilà, la géographie est vraiment impressionnante parce qu'on se promène un peu partout en s'écrivant pour prendre conscience des avancées des questions LGBTQ+. Et je pense que ça continue. Hein? Il en reste beaucoup à faire, mais voilà, on poursuit la lutte. Une lutte qui est remplie d'amour malgré tout. Je vous souhaite à l'abri, je vous souhaite entouré malgré tout, parce qu'on vit une solitude assez importante, mais
on n'est pas complètement seul. Il faut vraiment se rattacher à ça. Et dans quelques jours, j'aime ça me dire ça, dans quelques jours, on va pouvoir se revoir tous. En tout cas, j'y compte bien. J'espère ardemment. Alors, je vous embrasse et entre-temps, remplissez le vide avec de l'art. Lisez le plus possible. Écoutez des séries. Écoutez de la musique. Ça fait du bien. Alors, faites-vous du bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci donc Simon Boulris et Alain Labonté. Merci aussi à tous les autres auteurs et autrices, les artistes qui nous ont donné du temps bénévolement ce soir pour vous faire plaisir dans le cadre de Balconville littéraire. Alors je rappelle leurs noms: Pénélope McQuaid, Simon Boulris, Chloé Sainte-Marie, Alain Labonté, Mélanie Poirier, Billy Robinson, Christopher Derado, Pascal Cormier, Étienne Beauséjour, Karine Loiseau, Daniel French, Céline Bélanger et moi-même, Denis Martin Chabot. Tous les livres des auteurs et des autrices qui ont participé ce soir sont disponibles en ligne, en version papier et numérique, dont chez leslibraires.ca. Encouragez les auteurs, les autrices et encouragez aussi les libraires indépendants, ils en ont grandement besoin. Et je vous rappelle que cet événement virtuel, il est gratuit, mais on vous demande, si vous pouvez, d'être généreux envers les auteurs et les autrices en précarité. On a le site web à l'écran présentement. C'est là où vous pouvez faire des dons pour aider les auteurs et autrices en précarité. Je vous rappelle que pour chaque don de 20 $, pour chaque tranche de don de 20 $, on vous inscrit, on vous donne une inscription au concours. Grand prix à gagner, un certificat cadeau d'une valeur de 100 $ chez leslibraires.ca, que ce soit en ligne ou même chez les libraires eux-mêmes, libraires indépendants, après évidemment la pandémie. Et il y a aussi des livres qu'on va faire tirer. On fera ça au début du mois de mai. On annoncera ça sur cette page d'événements. Balconville littéraire, étendons nos mots au grand air. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre encouragement. Puis à une prochaine fois.